Chicago, 1924. La ville en pleine expansion est rongée par la violence de rue et le crime organisé. Mais dans le South Side de Chicago, au sein du riche quartier de Kenwood, la vie semble s'écouler paisiblement pour Nathan Leopold et Richard Loeb. Ces deux adolescents sont nés dans le privilège et le confort. En tant que fils de famille richissime et brillants étudiants, ils semblent tout avoir pour eux. Pourtant, ils ne sont toujours pas satisfaits. Ils recherchent quelque chose de plus sombre, le frisson du crime parfait. Le 21 mai 1924, leur expérience tordue coûte la vie à Bobby Franks, 14 ans, le propre cousin de Loeb. Ils commettent un meurtre d'un sang-froid et d'un calcul extrême, non par nécessité, mais simplement pour prouver qu'ils peuvent s'en sortir impunément. Ce qui suivit choqua les États-Unis et fut qualifié de crime du siècle. Comment deux jeunes hommes brillants ont-ils pu devenir des tueurs ? Et quelle erreur a mené à leur arrestation ? Voici l'histoire de Nathan Leopold et Richard Loeb, les gosses de riches qui tuaient par pur plaisir. Nathan Leopold Jr. est né en 1904 dans une famille aisée. Ses parents étaient des immigrants juifs allemands qui avaient fait fortune dans le secteur du transport après leur arrivée en Amérique. Dès son plus jeune âge, il est clair que Nathan n'est pas un enfant ordinaire. Son intelligence est bien supérieure à celle des enfants de son âge. À seulement 19 ans, il est déjà diplômé de l'université de Chicago, parle 5 langues et sa fascination pour l'ornithologie lui vaut d'être reconnu comme un expert publié. Mais ce génie a un prix. L'intellect de Nathan ne l'aide pas dans la cour de récréation. Il est souvent la cible des harceleurs et peine à se faire des amis. En grandissant, son intelligence et la fortune familiale nourrissent autre chose, l'arrogance. Nathan commence à se voir comme un être supérieur, détaché de son entourage. Il est convaincu que son intelligence le place au-dessus des règles qui régissent les gens ordinaires. C'est le début d'un état d'esprit dangereux qui va bientôt virer au cauchemar. À seulement 2 pâtés de maison de là, Richard Albert Loeb voit le jour en 1905. Il est le 3e de 4 fils d'un riche avocat juif. Dès son enfance, Richard est considéré comme un prodige. Il saute plusieurs classes, entre à l'université du Michigan à 15 ans et, à 17 ans, devient le plus jeune diplômé de l'histoire de l'école. Il poursuit ses études à l'université de Chicago. Contrairement à Nathan, Richard est charmant, extraverti et un brin téméraire. Mais derrière ce charme se cache une noirceur profonde. Richard vole depuis son plus jeune âge. Dès qu'il se fait prendre, il ment avec une aisance déconcertante pour s'en sortir. Il s'est construit un monde imaginaire complexe où il est le cerveau criminel. Un génie intouchable. Ses crimes s'aggravent rapidement, des vols familiaux au vol à l'étalage, et même à l'incendie criminel. Richard développe également une obsession pour les thèses nihilistes, s'inspirant des écrits de Friedrich Nietzsche. Il se croit destiné à ce rôle et veut le prouver par l'acte ultime, orchestrer le meurtre parfait. Quand Richard rencontre Nathan à l'université de Chicago, le courant passe instantanément. Leur amitié, débutée au printemps 1920, au sein d'un grand groupe d'amis communs, se renforce en privé. Très vite, la paire devient inséparable. Ils forment un duo aussi parfait que mortel. Léopold, brillant mais socialement maladroit, est captivé par le charisme et l'assurance de Richard. Pour Nathan, Loeb est tout ce qu'il aimerait être. Il l'admire, il l'idolâtre presque. Pour eux, il n'y a pas de meilleur test pour prouver leur supériorité morale que de commettre l'acte le plus odieux qui soit et de s'en tirer sans conséquence. Cela prouverait, une fois pour toutes, qu'ils sont au-dessus de l'homme ordinaire, supérieur et intouchable. C'est alors que les choses prennent une tournure sinistre. Le duo passe 7 mois à planifier et à répéter chaque détail de leur plan. Ils finissent par décider d'enlever un jeune garçon, de le tuer, puis de brouiller les pistes avec une fausse demande de rançon. Le crime n'est absolument pas personnel. Il n'a aucun motif réel, ni aucune émotion sous-jacente. Leur victime est Bobby Franks, 14 ans, habitant de Kenwood et fils cadet d'un riche homme d'affaires de Chicago. Bobby n'est pas seulement leur voisin, c'est aussi le cousin éloigné de Richard. Il vient souvent chez les Loeb pour jouer au tennis sur leur cour. Dans les jours précédant le meurtre, ils fabriquent des bâillons, achètent un ciseau, de la corde et de l'acide chlorhydrique. Le 21 mai 1924, le plan est mis à exécution. Ils louent une voiture sous une fausse identité et attendent Bobby alors qu'il rentre d'un match de baseball.
Il l'attire dans le véhicule sous prétexte que Loeb veut lui poser une question. Une fois à l'intérieur, l'un d'eux frappe Bobby à la tête avec le ciseau et le bâillonne pendant que l'autre conduit. Quelques minutes plus tard, Bobby rend son dernier soupir sur la banquette arrière. Ils roulent ensuite jusqu'à la limite de l'État et abandonnent le corps dans un conduit de drainage ferroviaire, l'arrosant d'acide chlorhydrique pour compliquer son identification avant de se précipiter chez eux pour envoyer une demande de rançon de $10 000 aux parents de Bobby. La lettre avait été dactylographiée des mois plus tôt sur la machine à écrire portable de Léopold, que les garçons détruisent ensuite avec la corde et le ciseau utilisés pour le meurtre. La planification du duo semble avoir tenu compte du moindre détail. Toutes les preuves sont détruites et la demande de rançon doit normalement éloigner les soupçons. Ils sont convaincus d'avoir réussi le meurtre parfait. Pour eux, ce n'était qu'une expérience symbolisant le triomphe de leur intellect sur le reste de la société qu'ils considèrent comme inférieur. Mais le crime parfait est bien plus difficile à réaliser qu'il n'y paraît. Contre toute attente, leurs aspirations nihilistes s'effondrent dès le lendemain. Au petit matin du 22 mai, Alors que la famille de Bobby reçoit la demande de rançon, un ouvrier d'usine rentrant de son service de nuit découvre le corps. La police et la presse arrivent en masse. Les preuves ne tardent pas à apparaître. Une paire de lunettes, probablement celle du meurtrier, est retrouvée près du corps. C'est la première erreur fatale. Bien que les lunettes paraissent ordinaires, elles possèdent une charnière sur mesure tout à fait unique qui ne peut être tracée qu'à 3 personnes dans tout Chicago. L'une d'elles appartient à une femme qui les a toujours en sa possession. La seconde appartient à un homme qui se trouve alors en Europe. Et la troisième appartient à Nathan Léopold. La police retrouve Léopold et l'emmène dans un hôtel pour l'interroger. Nathan insiste sur le fait qu'il a perdu ses lunettes lors d'une sortie ornithologique quelques semaines plus tôt et qu'il a passé la nuit du meurtre à rouler dans Chicago avec Loeb. Richard confirme d'abord l'alibi de son ami, mais leur version part en fumée quand le chauffeur de la famille Léopold se présente au poste. Il apporte une information qu'il pense être en faveur des garçons. Il affirme qu'il n'aurait pas pu transporter un corps cette nuit-là car il avait la voiture en sa possession toute la soirée. Leur histoire étant désormais en lambeaux, Loeb craque rapidement et avoue le meurtre, rejetant la responsabilité de l'acte sur Nathan et prétendant qu'il n'était que le conducteur. En apprenant cela, Nathan décide de rétablir sa vérité. Il avoue à son tour, mais insiste sur le fait que c'était lui qui était au volant. Le duo n'avait jamais prévu comment gérer un interrogatoire de police. La couverture médiatique s'intensifie de jour en jour. La police dispose de preuves solides. Nathan et Richard font face à un dossier extrêmement difficile. Vient l'heure du procès. Dès que les aveux sont signés, le père de Léopold engage le meilleur et le plus cher des avocats pénalistes, Clarence Darrow. Au lieu de contester les faits, Darrow adopte une stratégie différente. Plaider coupable et se battre pour éviter la peine de mort aux garçons, évitant ainsi un procès devant un jury pour s'en remettre à un seul homme, le juge John R. Caverly. Le procès dure 33 jours, durant lesquels Darrow dépeint les deux jeunes non pas comme des monstres, mais comme des garçons mentalement troublés méritant la clémence. Tous les journaux du pays suivent l'affaire, qui devient un véritable phénomène médiatique. La richesse, l'intelligence et l'arrogance de Léopold et Loeb, tout comme l'approche moderniste de la défense de Darrow, fascinent le public. Le 10 septembre, le juge Caverly rend son verdict. Il condamne Léopold et Loeb à la prison à perpétuité pour meurtre et à 99 ans pour enlèvement. Ils sont envoyés en prison, où Loeb est sauvagement attaqué et tué par son compagnon de cellule en 1936. Léopold obtient une libération conditionnelle en 1958, après avoir purgé 33 ans. Après sa sortie, il travaille comme technicien hospitalier à Porto Rico, s'y marie en 1961 et meurt d'une crise cardiaque 10 ans plus tard. Léopold et Loeb cherchèrent le crime parfait. À la place, ils ont créé la tragédie parfaite.